à tous! Alors, déjà je commence cette vidéo en vous souhaitant une bonne année. En effet, normalement celles qui arriveront, je sais pas, je pense qu'il n'y en aura qu'une avant celle-ci, mais ça a été filmé avant, donc j'ai pas eu l'occasion de vous le souhaiter. Voilà, maintenant c'est chose faite, même si c'est un petit peu périmé. Mais bon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Logique. Et dans cette vidéo, je vais parler des séries que j'ai en cours. En fait, je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée, sachant qu'on démarre sur une nouvelle année en résolution. J'aimerais essayer de me concentrer sur les suites de sagas plutôt que de toujours en commencer des nouvelles. Voilà, sinon je vais jamais m'en sortir. Et en me rendant compte de la taille de ma palle, voilà, je me suis dit que ce serait une bonne idée. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire vous aussi en commentaire si vous avez les mêmes en cours ou lesquels vous avez en cours et les raisons. Donc voilà, vous allez voir que j'ai beaucoup de fausses excuses. Mais commençons. Alors, j'ai commencé avec celui-ci, pourquoi pas. Oui, il y a des trous dans la bibliothèque. Il y a des trous, c'est tout. Alors, avec The Bone Season, du coup, et donc ici vous avez le tome 1 de Samantha Shannon, publié chez De Saxus. Alors mon excuse c'est que j'ai appris que c'était en fait une saga en 7 tomes. Et autant vous dire que là on en est du coup au 4e. Et en fait j'ai pas envie d'arriver... D'après ce que j'ai entendu dire, déjà il y a beaucoup d'avis positifs, j'ai enlevé ça. Il y a beaucoup d'avis positifs pour le 4e tome, apparemment c'est incroyable ce qui s'y passe. Et je vous avoue que je sais pas, là... hors sujet, mais par exemple j'ai lu le 2e tome de Crescent City. Normalement Crescent City aurait très bien pu se retrouver dans cette vidéo, mais j'ai pris cette décision parce qu'en fait le problème c'est que je me faisais spoiler tout le temps par des fanarts ou alors par des TikTok qui arrivaient dans ma For You page, donc j'ai préféré prendre les devants en me mettant à jour. Et autant vous dire que là avec la fin, bon, la fin c'était... Bah, de toute façon je vous en parlerai dans mon bilan de lecture, mais c'était une de mes théories quand j'ai commencé cette série. Et même si du coup je le pressentais, voilà quoi, c'est stressant. Et donc je n'ai pas envie de stresser pour The Bone Season, donc je préfère attendre qu'il y ait encore des sorties, sachant que De Saxus quand même ça a tendance à prendre du temps quand il y a la publication de suite. C'est souvent décalé et parfois c'est même décalé avec 1 an de décalage. Donc voilà, je préfère attendre. Je vais quand même vous faire un résumé de The Bone Season. Donc The Bone Season, déjà c'est une dystopie. Donc ça se déroule en 2059 et on suit une jeune femme qui s'appelle Paige. Elle travaille pour une organisation souterraine de Sion, Londres, où elle récolte des informations en pénétrant dans l'esprit des gens, parce qu'en fait elle a la particularité d'être une marche-rêve, ce qui est très rare. Du coup ça fait d'elle une clairvoyante, ce qui fait qu'elle est censée être éliminée par Sion, étant donné que leur existence est vue comme une trahison. Elle est donc poursuivie, puis arrêtée et déportée dans une colonie située à Oxford, et cette colonie est dirigée par les Rephaim. En fait c'est une race qui est venue d'un autre monde et qui récolte les clairvoyants afin de les utiliser pour leurs desseins. Et donc Paige se retrouve affectée au gouverneur Arcturus, qui va du coup l'entraîner pour qu'elle développe ses pouvoirs, et ce n'est qu'avec ça que Paige pourra peut-être espérer s'enfuir. J'ai vraiment énormément aimé The Bone Season, j'ai lu les 2 premiers tomes jusqu'ici, voilà, je me suis dit bon, ça s'arrête là. Je n'ai pas envie d'arriver à un moment où je serai trop frustrée de ne pas avoir la suite. Et donc je vous recommande vraiment The Bone Season. C'est pas du tout le fait que ce soit en pause, du coup vous l'aurez compris, ce n'est pas du tout pour une question de j'ai pas trouvé ça terrible donc j'attends un peu. Non, c'est vraiment pour une question de frustration que je préfère éviter. D'ailleurs c'est pas mal le cas avec pas mal de séries. Et donc voilà pour ce qui est de celui-ci. J'attends la sortie tout simplement des autres. Ensuite on va rester dans la même bibliothèque, hein. On a encore un livre de chez De Saxus, donc c'est La Duperie de Guenièvre, qui est le tome 1 de la série La Trahison de Camelot, écrit par Kiersten White. Je dis n'importe quoi, c'est l'ascension de Camelot, désolée. Donc écrit par
Kirsten White. Pour ce qui est de la traduction, il y a énormément de coquilles, mais vraiment des coquilles énormes, et c'est vrai que ça peut déranger, donc je préfère vous prévenir. C'est vraiment, on se demande parfois s'il n'a pas été relu parce qu'il y a carrément des notes un petit peu dans le genre cette phrase n'est pas cette phrase n'est pas bien tournée. Vous allez avoir écrit ça au milieu de l'histoire. D'accord. Vraiment au niveau des coquilles, en tout cas le tome 1, je ne sais pas pour ce qui est de la suite, c'est hallucinant. Donc voilà, vous êtes prévenus. Pour ce qui est de la Duperie de Guenièvre, c'est, vous l'aurez peut-être deviné, une réécriture des légendes arthuriennes. Donc moi j'aime beaucoup ça. Mais pour le coup, j'ai pas aimé ce premier tome, voilà. J'ai mis 2,5 il me semble. Vous avez la chronique, je vous l'ai pas dit, mais vous avez les 2 premiers chroniqués et celui-ci aussi sur mon Instagram. Alors du coup, c'est la princesse Guenièvre qui arrive à Camelot pour épouser le roi Arthur, sauf que il s'avère que ce n'est pas vraiment la princesse, c'est quelqu'un d'autre dont la véritable identité est secrète. La magie a été interdite du royaume et du coup le sorcier Merlin trouve une solution, il envoie Guenièvre à Arthur pour pouvoir le protéger. En fait, il y a beaucoup de personnes qui aimeraient que tout ce que Arthur a accompli jusqu'ici pour Camelot échoue et donc qu'il perde aussi son trône. C'est pour ça que Guenièvre est là pour essayer de naviguer entre toutes les machinations de la cour, en fait, qui est un petit peu confrontée à un choc entre les anciennes coutumes et le renouveau. Tout ça avec également des problèmes dans la forêt, voilà. Des anciens ennemis qui pourraient vouloir tout gâcher. Et donc moi j'ai trouvé que ça fonctionnait pas. Voilà, ça fonctionne pas dans ce premier tome puisque je vais tenter la suite. Donc vous l'aurez compris, là par contre ici, je n'ai pas continué tout simplement parce que pour l'instant j'ai un petit peu peur. Je trouve que que ce premier tome est pas mal ennuyant. Voilà, il y a beaucoup de longueur, parfois des descriptions un petit peu inutiles. Et ce qui est marrant, c'est que vraiment, par contre, c'est pas marrant du coup, mais la toute fin m'a vraiment plu. La toute fin, je me suis dit, mais pourquoi le livre n'a pas eu ce rythme-là tout le long? Vraiment, c'est là où il y a des trahisons qui ressortent, où il y a de l'action, il y a de la tension. Donc vraiment, j'avais beaucoup aimé la fin, la toute fin. Mais tout le reste du livre, c'est beaucoup de longueur. Donc voilà. Je peux pas vous dire que je vous le recommande, étant donné que moi-même je n'ai pas aimé, mais pourquoi pas voir ce que donne la suite. Ensuite, on reprend un livre que j'ai énormément aimé, donc c'est The Kiss of Deception, qui est le livre 1 de la saga The Remnant Chronicles, écrit par Mary E. Pearson et publié chez la Martinière Jeunesse. Donc ce livre, je l'ai adoré, c'est un 5 sur 5 pour moi. De toute façon, j'adore Mary E. Pearson, voilà, je l'adore. Et donc, The Kiss of Deception, c'est l'histoire de la princesse Lia, qui est la première fille de la maison Morrigan, et elle est promise au prince de Dalbreak. Le souci, c'est que Lia n'est pas du tout prête à se marier à un inconnu, et elle prend donc une décision le matin de ses noces, elle s'enfuit. Elle va se réfugier dans les confins de Morrigan où personne ne la connaît pour pouvoir construire une nouvelle vie. Du coup, elle n'a aucun doute lorsque 2 hommes débarquent dans sa vie. Donc l'un est le prince éconduit et l'autre un assassin envoyé pour la tuer. Et en fait, le but de The Kiss of Deception, c'est de rester dans le flou sur l'identité de l'assassin ou du prince, tout le long, en tout cas jusqu'à la révélation de ceci. Puisque évidemment cette décision a créé une crise qui pourrait s'étendre plus loin que les limites de Morrigan. Et alors, moi j'ai lu la duologie Dance of Thieves, donc vous pouvez la lire séparément hein, si The Remnant Chronicles ne vous intéresse pas du tout, mais je l'ai lu avant, mauvaise idée, ne le faites pas, voilà. C'est vrai que la maison d'édition a traduit les 2 tomes avant The Remnant Chronicles, je comprends pas pourquoi. Ne les lisez pas tout de suite si vous voulez tout lire dans le bon sens. En tout cas, si vous le faites, vous allez être spoilé sur l'identité du prince et de l'assassin, et en plus sur plusieurs éléments. Après, c'est très plaisant du coup de voir le passé de certains personnages qu'on retrouve dans Dance of Thieves, mais
c'est mieux de le faire dans ce sens-là. En tout cas, pour ce qui est de The Kiss of Deception, je vous l'ai dit, j'ai adoré. J'aurais peut-être eu un coup de cœur si du coup je n'avais pas eu les informations en amont. Parce que je pense que l'expérience doit être géniale, voilà, d'enquêter au fur et à mesure de l'histoire, de se dire lui il se comporte vraiment bizarrement. Ah non mais en fait c'est lui au final, enfin vraiment ça doit être génial. Mais même sans ça j'ai quand même adoré parce que j'aime beaucoup la plume de Mary Pearson et j'adore cet univers. Là on a eu un autre point de vue puisque Cassie, qui est en tout cas la protagoniste principale de Dance of Thieves, n'a pas vraiment le même tempérament que Lia. Enfin elle n'a pas le même tempérament d'ailleurs. Et du coup c'est une autre façon de voir le monde qui est très intéressante. Ce que j'ai beaucoup aimé c'est que Lia au début bah, c'est une princesse hein, et en fait au fur et à mesure elle vit des choses qui font qu'elle commence à évoluer. Voilà, j'ai beaucoup aimé l'évolution de son personnage. Je suis super curieuse de voir ce qui va en être en fait dans la suite. J'ai un peu aimé tous les personnages, même les personnages qui sont... Enfin en fait... C'est pas que je les ai appréciés, mais j'ai apprécié la façon dont ils ont été écrits. Je parle pour l'assassin, entre autres. En fait, on passe par toutes les émotions dans ce livre, vraiment. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré, j'étais bouleversée par rapport à une scène. Je connaissais cet élément, du coup, à l'avance, mais de là, le vivre, vraiment, c'était... je m'en remettais pas. Je m'en remettais pas, c'était horrible. Voilà, c'est parce que je suis plutôt sensible hein, que je vous dis, il y en a peut-être à qui ça ferait pas grand chose, mais moi voilà, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et la fin donne vraiment envie de lire la suite, comme je vous l'ai dit, ça termine sur quand même un bon cliffhanger, donc je vous le recommande totalement. Le seul point négatif que j'avais à revoir, d'ailleurs vous avez aussi la chronique pour celui-ci sur mon compte Instagram, c'est que je trouve que la romance est un petit peu rapide, un petit peu facile. Mais sinon, à part ça, j'ai adoré. Et donc, pourquoi je n'ai pas lu la suite pour l'instant? Je l'ai, hein, donc c'est The Heart of Betrayal, qui ressemble à ceci. Ils sont d'ailleurs très jolis, hein, les brochets de The Remnant Chronicles, même Dance of Thieves, bref. Donc, je ne l'ai tout simplement pas lu parce que je ne... En fait, les mois passent et c'est pas la lecture vers lesquelles je me dirigeais. Peut-être entre autres parce que je connais déjà l'histoire, je sais ce qui va plus ou moins se passer, en tout cas dans les grandes lignes, hein, puisque forcément on découvre quand même des choses, hein, même si on a lu Dance of Thieves avant. Donc je pense que c'est pour ça que ça n'a pas été une priorité, mais du coup c'est un peu rassurant pour moi, je fais partie des gens qui s'auto-spoilent. C'est un peu rassurant pour moi de savoir à quoi m'en tenir quand même un minimum. Et de toute façon dans tous les cas je le lirai. Là pour vous dire le troisième, je ne sais plus comment il s'appelle, en tout cas il est rouge. Le troisième sortira au mois d'avril, donc je me dis pourquoi ne pas encore attendre un petit peu. C'est pas grave si je repousse jusqu'au dernier moment. Dans tous les cas au moins la fin, la suite et fin se rapproche, donc à la limite celui-ci ce n'est pas grave. Et ensuite, on va rester chez la Martinière avec la série Keliana, ou alors Throne of Glass en VO, du coup écrit par Sarah J. Maas. Alors Keliana, c'est l'une de mes séries préférées, voilà, j'adore Keliana, c'est l'un des personnages féminins préférés, vraiment, j'adore. C'est l'histoire du coup de Keliana qui a été envoyée au bagne parce que c'est l'assassineuse la plus réputée d'Adarlan, mais sa réputation a attiré l'attention du prince d'Orient qui lui propose de reconquérir sa liberté en participant pour lui à un tournoi. Donc ce sont des voleurs et des assassins qui vont se confronter et à la clé la possibilité d'être sacré champion du roi et du coup de rentrer sous ses ordres. Pour Keliana, il est hors de question de perdre, mais il y a un problème, c'est que certains de ses concurrents sont découverts morts. Elle se rend donc compte qu'il est question d'enjeux plus importants qu'une simple compétition. Alors, pour ce qui est de Keliana, j'ai arrêté pour la même raison que pour The Bone Season, mais en encore plus fort parce que vraiment j'adore. Keliana, c'est que j'ai peur d'être frustrée par la fin. Là, pour l'instant, j'en suis au 5e pour tout vous dire. Voilà, qui est comme ça. Je crois qu'il a 800 pages celui-ci.
Et en fait, Keleana, je vais pas vous spoiler, mais plus vous avancez dans l'histoire, plus le tome suivant est meilleur que le précédent, selon moi, selon mes goûts. Et plus vous découvrez des choses en fait incroyables, vraiment. Pour vous dire, vous n'avez pas du tout la même ambiance dans le 1 que dans le 4. Voilà, il y a des nouveaux personnages qui arrivent, des nouveaux problèmes. Et bon, des révélations ouf. Donc voilà, c'est pour une question de frustration, vu que j'ai réussi à me remettre de la fin du 4, j'ai peur de me relancer dans le 5 et d'être stoppée. Je pense que le 5, ce sera plus pour février si jamais je veux le lire, parce que je me dis, au pire, comme ça, j'achèterai la suite en anglais pour avoir lu toute l'histoire, parce que c'est trop long d'attendre la sortie en français, vraiment. À chaque fois, c'est 1 an. Donc, je pense que je terminerai peut-être la saga en français. Non, du coup, peut-être la saga en anglais. Ensuite, on passe chez Rajo avec le livre Un sort si noir et éternel, écrit par Brigitte Kemmerer. Un sort si noir et éternel, j'ai énormément aimé. C'est une réécriture de La Belle et la Bête, à qui j'ai mis, il me semble, 5. Encore une fois, chronique disponible si ça vous dit. Donc, Un sort si noir et éternel, c'est l'histoire d'Harper, donc qui débute un soir à Washington. En fait, elle est témoin d'une tentative d'enlèvement. Elle décide de s'interposer et du coup, l'agresseur finit par changer d'avis et la kidnapper elle. Elle se retrouve donc dans un monde parallèle, dans un château avec un beau prince. Et tout ça est sous la menace d'une malédiction. Donc, le royaume est coincé dans un automne éternel et ses habitants sont menacés par une créature sanguinaire. Et en fait, ce qu'Harper ne sait pas, puisqu'elle est au courant que le prince a besoin d'elle pour mettre un terme à la malédiction, donc il a besoin d'une jeune femme pour faire ça, mais elle ne sait pas qu'en fait, la créature sanguinaire, c'est lui. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai aimé comment l'histoire s'enchaînait, j'ai aimé le fait d'avoir les 2 points de vue, donc d'avoir le point de vue de Harper et d'avoir le point de vue de Ren. Et j'ai même beaucoup aimé le chef de la garde, je sais plus quel était le terme exact de son poste, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé Gray. Et pourquoi je n'ai pas continué, puisque j'ai la suite. Pour l'instant j'ai mis en pause puisque j'ai tout simplement appris que le deuxième c'était sur d'autres points de vue. Donc c'est le point de vue de Gray cette fois-ci et un autre personnage. Voilà, vous découvrirez dans le 1 qui est le deuxième personnage, donc je ne vous spoile pas. Mais du coup ça m'a un peu perturbée puisque comme j'étais habituée à Harper et Ren, voilà, j'ai un petit peu peur pour l'instant de m'y mettre. Enfin, peur, c'est un grand mot. Mais pour l'instant, j'ai mis ça de côté, sachant que c'est quand même des bonnes briques. Je ne sais pas quelle série, est-ce que ça s'appelle tout simplement Un sort si noir et éternel, la série, je ne sais pas. Puisque si, j'ai beaucoup aimé, mais il y a aussi les avis qui me font un peu peur. Voilà, les gens sont assez mitigés sur cette suite, mais je la tenterai. Peut-être que d'enchaîner les deux, ça peut décevoir, mais là le fait que j'ai eu le temps de me remettre du premier tome, j'ai eu le temps de passer à autre chose, j'ai lu d'autres choses, ça se trouve, je laisse de toute façon le bénéfice du doute. On va passer à Rebecca Keane de Cassandra O'Donnell, le tome 1 traqué, publié chez la maison d'édition J'ai lu. Faut savoir que j'adore Rebecca Keane. J'adore Rebecca Keane, c'est l'une de mes séries préférées que j'ai découvert cette année, vraiment incroyable. Donc en fait c'est très drôle. Bon, je vais vous faire un rapide résumé. Donc c'est l'histoire de Rebecca Keane, qui est une sorcière qui a quitté son clan puisque là-bas elle est menacée de la peine de mort. Et elle vit donc clandestinement parmi les humains dans la ville de Burlington en Nouvelle-Angleterre. La ville est réputée pour ne pas avoir de problème de délinquance, pour être une ville assez tranquille, mais c'est assez paradoxal puisqu'en fait c'est l'une des plus peuplées par des créatures surnaturelles. Donc il y a énormément de créatures, hein. Démons, vampires, il me semble qu'il y a chaman ou quelque chose comme ça, sorcière, logique, métamorphe. C'est hyper bien, vraiment. Je sais pas si c'est classé comme étant de la bitlit, mais je dirais que ça y ressemble en tout cas. Et donc elle pense être tranquille, mais en fait elle est vite amenée à travailler pour les créatures surnaturelles, voilà.
à être une sorte de médiatrice. En tout cas, ça devient une enquêtrice pour les problèmes qui vont arriver, puisque elle n'appartient à aucun clan, elle est donc neutre et amène de s'occuper de tout ça. Et ce que j'adore avec Rebecca King, c'est qu'elle est drôle et elle est très puissante, donc c'est super plaisant d'avoir en fait une protagoniste qui est capable, quoi, qui n'a pas besoin d'autres personnages pour l'aider. Bien sûr si, mais voilà. Et j'aime beaucoup les relations qu'elle développe avec d'autres personnages, voilà. J'ai quelqu'un en tête, mais je me souviens plus du prénom parce que quand je ne lis pas un livre, je me souviens plus. Mais j'aime beaucoup ses amitiés, voilà. Je suis toujours mitigée avec son love interest. Pas le love interest, je peux comprendre qu'il lui plaise, mais je veux dire, je suis mitigée par rapport à sa personnalité à lui. J'ai l'impression qu'il a des choses derrière la tête, voilà, c'est ça. Et donc, Rebecca King, pour l'instant, j'en suis au tome 4. J'ai lu le 3 et il me faudrait le 4 que je n'ai pas pour l'instant dans mes bibliothèques parce que Rebecca King, ce n'est pas du tout une question d'appréciation, encore une fois. Je l'adore simplement. Le premier, c'est un coup de cœur. C'est que, en fait, j'ai appris que le tome 8 devait sortir, il me semble, en 2024. C'est hyper loin. Voilà, c'est hyper loin et j'ai pas envie d'être frustrée dans l'attente de la suite. En fait, c'est tout à fait le genre d'histoire que je suis prête à relire encore et encore, comme Vampire Academy. Mais je préfère attendre. En tout cas, la lire le plus lentement possible, étaler un petit peu cette lecture, enfin la lecture de cette série. Et pour vous dire, je vous la recommande totalement, vraiment totalement. Du coup, forcément, c'est plus adulte là, parce que jusqu'ici, je crois que je ne vous ai présenté... Oui, jusqu'ici, c'était que des livres qui pouvaient convenir à tout le monde. Mais là, c'est plus pour les adultes, même si bon, je pense que les ados c'est bon, mais là c'est... Il y a plus de violence, il n'y a pas vraiment de scènes de smut, en tout cas dans... Enfin, les scènes de smut sont plutôt légères, mais quand même, voilà, je pense que tout le monde ne peut pas lire. Et il y a aussi des scènes qui peuvent mettre mal à l'aise peut-être certains lecteurs. Je pense à des scènes où il y a de la manipulation un peu bizarre. Mais voilà, c'est pas dans le premier tome, hein. Il me semble pas que ce soit dans le premier tome, ce dont je vous parle, mais voilà, c'est juste génial. Pour vous dire, ça vous le savez dès le début, Rebecca King, elle a une fille, je ne sais plus quel âge elle a, je crois qu'elle a une dizaine d'années, et au début je me suis dit, oh non, pas une protagoniste qui a un enfant, en fait je savais pas quel était le but, où ça allait aller, mais pas du tout, ça apporte vraiment quelque chose à l'histoire, voilà. Moi, personnellement, j'adore. Pour vous dire, j'ai beaucoup aimé La Chasseuse de la Nuit en saga. Peut-être que je vous en parlerai un jour si ça vous intéresse. Peut-être dans une vidéo, mais saga terminée. Enfin, terminée à l'échelle de la France, hein, parce qu'il y a d'autres livres encore dans le monde de La Chasseuse de la Nuit, mais qui sont pas traduits. Et je sais pas si j'ai la volonté de lire la suite. Mais j'avais adoré. Après, ça part un peu dans tous les sens, là où je trouve que Rebecca King, ça reste cohérent. Donc même si, pour moi, les 2 premiers tomes, c'est un 5 sur 5, même coup de cœur pour le premier. Et le 3, j'avais mis 4 parce qu'il y avait l'absence de certains personnages qui me manquaient. Mais sinon, voilà, je vous le recommande. Et on va terminer pour aujourd'hui avec, encore chez J'ai lu, Les Ombres de la Nuit, écrit par Kresley Cole. Et ce sont des livres qui sont divisés en plusieurs intégrales. Donc là c'est l'intégrale 1 que je vous montre. Et je suis encore en cours parce que j'en suis à l'intégrale 3, l'histoire de la prophétie du guerrier que j'ai à peine commencé, j'ai lu la première page. Alors Les Ombres de la Nuit, pour le coup, je recommande pas du tout à tout le monde, c'est vraiment pour les adultes et pour les adultes pour qui, soit qui aiment bien le smut, soit que le smut ne dérange pas parce que c'est un peu la majorité des histoires. Et c'est pour ça que je n'ai pas continué pour l'instant. Simplement parce que j'ai fait une overdose. Voilà, à un moment j'en pouvais plus, j'en avais un peu marre. Pour moi, le smut ne me dérange pas. Mais là, c'est un petit peu, comme je vous dis, la majorité des histoires. Donc pour dire Les Ombres de la Nuit, on suit à chaque livre un couple différent et tous ces couples sont liés en fait, ce sont des âmes sœurs. On a pas mal d'espèces surnaturelles, donc on a les valkyries, les démons, il me semble qu'il y a des sorcières aussi. Oui, enfin des sorciers en général puisqu'il y a aussi des sorciers au masculin.
On a quoi d'autre? Je sais pas si on a des on a des loups-garous. Enfin voilà. Etc. etc. Et en fait, à chaque histoire, une personne est destinée à une autre. Et la plupart du temps, à la base, ce sont des espèces contraires. Voilà, des espèces qui sont ennemies. Donc par exemple, une valkyrie avec un vampire. Est-ce qu'il y a eu ça? Oui, il y a eu. Une valkyrie avec un vampire, voilà, parce que ça démarre en nous expliquant qu'à la base, il y a une guerre qui a opposé les espèces. Donc des espèces étaient alliées, d'autres ennemies. Et donc, voilà, ça complique les relations entre les personnages. Non seulement c'est pas conseillé à tout le monde parce que comme je vous le dis, il y a pas mal de semaines, mais en plus parfois ça peut être dérangeant. Je pense à la première histoire qui est donc Morsure secrète. Donc c'est entre une demi-valkyrie, demi-vampire et un loup-garou. Et autant vous dire que parfois je trouve que le consentement était vraiment limite. C'était un petit peu gênant parfois. Donc c'est pour ça que si jamais il y a des personnes qui sont sensibles, peut-être éviter celle-là, puisque de toute façon vous pouvez les lire séparément, hein, même s'il y a un ordre chronologique, il y a des choses qui se... Parce qu'il n'y a pas que les relations entre eux, il y a une ligne conductrice, il me semble qu'il est question de l'apocalypse en tout cas, à un moment, de la préparation de l'apocalypse en tout cas. Et donc, voilà, il y a quand même une intrigue, hein, il n'y a pas que... le smetana. Mais du coup, voilà, il y a des histoires qui se déroulent avant certains événements. Mais vous pouvez très bien lire indépendamment s'il y a un résumé qui vous plaît plus que l'autre. En tout cas, Morsure secrète est un petit peu limite, voilà. C'est pour ça que pour ce qui est des Ombres de la nuit, c'est un peu compliqué de vous en faire un résumé à part ce que je vous ai dit, étant donné que ça change tout le temps d'histoire. Mais pour refaire un gros résumé, à l'époque, il y a eu une guerre, plusieurs personnes se sont affrontées, en tout cas plusieurs espèces se sont affrontées. Certaines étaient alliées, certaines étaient ennemies. Et là, en fait, avec l'approche d'un événement qui va possiblement faire basculer tout l'équilibre quand même fragile qui s'était construit après cette guerre, des nouvelles alliances vont se créer. Et donc, ce sont tous des personnages qui sont liés par un lien puissant, donc un lien d'âme sœur. Par exemple, les vampires, il me semble, appellent leur âme sœur une fiancée. Et cette fiancée en question a le pouvoir de les réanimer puisque jusqu'ici ce sont des vampires, donc leur cœur ne bat plus et justement cette âme sœur a la possibilité de les faire revivre tout en restant des vampires. On va quand même avoir en fait certaines histoires vont à peu près se superposer puisque on va découvrir des personnages qui ont des liens avec des personnages qu'on a suivis précédemment. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, peut-être que j'en ferai un autre épisode. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et pourquoi pas à vous abonner. Vous pouvez également me suivre sur mon Instagram et mon TikTok. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!